Bienvenue dans le débat de France 24. Première sortie hors des États-Unis pour les nouveaux dirigeants de l'administration américaine. Un secrétaire à la défense à Bruxelles, un chef de la diplomatie à Bonn. Demain, c'est le vice-président Mike Pence qui arrive en Europe. On attendait des clarifications. Pour l'heure, eh bien, ceux qui souhaitaient en savoir plus sur la ligne de l'administration Trump en sont pour leurs frais. Alors, est-ce la cacophonie au sommet du pouvoir à Washington? Pour en parler avec nous, Laurent Cohen-Tanugy, avocat international. Vous êtes aussi essayiste. Je présente notamment cet ouvrage qui est paru en 2007, Guerre ou paix, essai sur le monde de demain. Également avec nous, Alexandre Andorra, géopolitologue, co-auteur avec Thomas Negarov de Géopolitique des États-Unis. C'est paru cette année au PUF, Presse universitaire de France. Dominique Simonet, vous êtes essayiste, co-auteur avec Nicole Bachand de First Ladies à la conquête de la Maison-Blanche aux éditions Perrin. Et puis avec nous en duplex de Washington, Anne Toulouse, qui elle a écrit Dans la tête de Donald Trump aux éditions Stock. Bonjour Anne Toulouse, merci d'être avec nous. Vu de Washington, qu'est-ce qui est le plus préoccupant aujourd'hui? L'absence de ligne claire de l'administration américaine en matière de diplomatie ou bien ce biais apparemment pro-russe? Bien, écoutez, pour l'instant, ce qui est le dominant à Washington, c'est ce qu'on appelle les distractions. C'est justement ce qui distrait l'attention de la ligne claire de politique, et c'est les liens supposés de la campagne Trump avec la Russie, ce qui brouille toutes les relations qu'on peut avoir avec ce pays. Par exemple, ce que peut dire le secrétaire de la Défense à l'OTAN, ce que va dire le secrétaire d'État à Bonn, sera vu à travers le prisme de ces soupçons que, quelque part, la campagne Trump a roulé pour ou avec la Russie. C'est toujours fâcheux, et ça arrive souvent au début d'une présidence, que des problèmes annexes viennent brouiller la ligne que veut introduire le président. Maintenant, on peut se demander quelle ligne veut introduire Donald Trump quand il est contredit par son ambassadrice aux Nations Unies. Donc tout cela est un peu chaotique. On a eu d'autres, ce qu'on appelle des rocky starts. Il y en a eu avec Bill Clinton. Mais là, je dois dire que c'est à la dimension de Trump. C'est un super chaos. Un super chaos. Alors, ces déclarations de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, auxquelles vous faisiez allusion, Anne Toulouse, à l'instant, ce sont celles donc, de Nikki Haley, qui vient de déclarer que Washington reste plus que jamais déterminé à soutenir la solution à deux États dans la résolution du conflit israélo-palestinien. Des propos qui contredisent totalement ce que disait hier Donald Trump. Laurent Cohen-Tanugy, on l'a vu hier, le président américain, aux côtés du Premier ministre Benjamin Netanyahou, a expliqué que ce n'était plus un prérequis, une condition préalable. Cette solution à deux États, ça crée, d'après vous, une situation délicate, voire dangereuse? Disons que toute la situation est délicate et dangereuse. C'est-à-dire qu'on a une improvisation permanente, une imprévisibilité. On a eu déjà sur 2 ou 3 exemples à l'égard de la Chine, d'une part, donc le coup de fil de Donald Trump à Taïwan. Bon. Oui, ou pour remettre en cause d'ailleurs l'unicité de la Chine. L'unicité de la Chine. Bon, ensuite, on est revenu à la One China. L'exemple sur One State, Two State que vous évoquiez, les relations avec l'OTAN, là aussi, on est parti de... Alors heureusement, ça va plutôt dans le bon sens. Il y a une correction qui se fait plutôt dans le bon sens, dans le sens du retour à une certaine permanence de la diplomatie américaine, mais on est quand même dans l'imprévisibilité, dans l'improvisation, et c'est, je trouve, très dangereux dans un monde qui est lui-même devenu extrêmement dangereux et turbulent. Alexandre Andorra, si on essaye, parce que c'est vrai que si on s'en tient aux propos de Donald Trump et des différents membres de son administration, on va être complètement perdu. Donc on va essayer de comprendre quelle est la logique et aujourd'hui l'intérêt des États-Unis, peut-être d'abord, pour essayer de définir ensuite quels peuvent être les objectifs. C'est quoi aujourd'hui? C'est la lutte contre Daesh, contenir l'influence de la Chine et la réduction des arsenaux nucléaires. C'est ça aujourd'hui les 3 objectifs prioritaires de cette diplomatie? De la diplomatie américaine, le problème c'est qu'en ce moment elle n'a pas une seule tête, puisque on entend un peu tout et n'importe quoi. Donc si on se fie un peu à ce qu'on a entendu de la part de Donald Trump dans la campagne notamment, la réduction des arsenaux nucléaires, pas il tellement. l'a proposé à un moment à la Russie. Oui, exactement, à la Russie, mais après il a proposé que la Corée du Sud et le Japon par exemple développent l'arme nucléaire parce qu'il coûte trop cher aux États-Unis. Donc c'est vraiment assez large. La lutte contre le terrorisme, ça en revanche, oui, effectivement, enfin contre le terrorisme, contre vraiment
l'État islamique ça au Moyen-Orient. Ça, il l'a dit très clairement. Après, bon, pour l'instant, on ne voit pas trop d'action sur le terrain. On peut proposer un partenariat à la Russie dans la lutte contre l'État islamique et dans le même temps vouloir remettre en cause l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Est-ce que là, ce ne sont pas deux objectifs à terme contradictoires? Si ça c'est compliqué parce qu'effectivement la Russie est assez attachée à cet accord avec l'Iran. Ils ont participé à le négocier ensemble. L'Iran est un allié depuis de longue date avec la Russie et c'est vrai que là-dessus on voit que la Russie marche un peu sur des œufs dans le sens où elle veut essayer de capitaliser sur cette bonne entente a priori avec Donald Trump tout en ne se jetant pas complètement dans les bras des États-Unis qui sont assez versatiles, surtout avec Donald Trump. Je pense qu'on peut prédire que ça sera assez versatile dans cette relation. Et en même temps, elle doit garder ces bonnes relations avec l'Iran qui est un allié de longue date. Donc effectivement, ça c'est compliqué, mais d'ailleurs on voit qu'il ne fait rien sur le nucléaire iranien pour remettre en cause l'accord pour l'instant, c'est que des paroles. Dominique Simonet, quelle est d'après vous la réalité de la relation entre Donald Trump et la Russie, puisque c'est finalement ça qui est lancinant derrière toutes ces accusations. Michael Flynn a dû démissionner parce que des contacts téléphoniques avaient été établis entre lui et des responsables russes portant notamment sur la suppression des sanctions décidées à l'époque par Barack Obama contre Moscou. Pour vous, ces soupçons remontent jusqu'à Donald Trump lui-même, ces soupçons de collusion? C'est la question qui est posée, effectivement. C'est une question grave parce que y a-t-il eu collusion avec la Russie pendant la campagne électorale avec l'équipe du candidat républicain? Si l'enquête avance vers un certain nombre de certitudes sur ce chemin-là, ça peut effectivement aller très loin. Sur la Russie, on est tous, vous voyez bien, on est tous dans la même perplexité que sur les autres dossiers. On a un président qui, à peine un mois, vous vous rendez compte, ça fait à peine un mois qu'il vient d'arriver. Regardez dans quel état de sidération le monde entier et les Américains sont. C'est-à-dire, on ne sait pas. Il y a un certain chaos sur le plan intérieur avec ces décrets qu'il prend sans arrêt, qui sont bloqués pour certains par la justice. Donc une incertitude pour un certain nombre de gens, notamment pour les personnes qui sont résidents, qui ne sont pas citoyens américains. Sur le plan international, c'est la même chose. La Russie, l'un dit blanc, l'autre dit noir. Trump fait un tweet pour dire le contraire. Jusqu'à présent, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Donald Trump a toujours admiré Vladimir Poutine, que ses relations avec les Russes semblent quand même assez solides. Jusqu'où ça va? Est-ce que c'est de la collusion? Est-ce qu'il y a eu des choses préjudiciables? Est-ce qu'on est dans une situation nouvelle sur le plan d'un président qui aurait effectivement eu des proximités un peu douteuses avec une puissance étrangère? C'est toute la question. Alors, il y a énormément de matière écrite actuellement dans la presse américaine. Anne Toulouse, je vais faire appel à vous parce que parmi tous ces articles, moi j'en ai relevé un qui va assez loin d'un journaliste d'investigation, James Henry, c'est un long article dans la revue The American Interest paru en décembre, dans lequel il met au jour des liens entre Donald Trump et des oligarques russes qui auraient notamment participé à son renflouement à plusieurs reprises lors de ses banqueroutes successives. Est-ce qu'on en parle aux États-Unis? Est-ce que c'est considéré comme une hypothèse probable? Écoutez, en ce moment, il y a un flot d'informations sur les relations réelles ou supposées de l'entourage de Donald Trump, voire, si vous le dites, de lui-même, avec la Russie. Moi, ce que je trouve extrêmement surprenant et d'ailleurs inquiétant dans cette affaire, c'est qu'il y a une ligne pratiquement permanente, ouverte, entre les services de renseignement et la presse, et notamment entre les deux organes qui représentent en ce moment l'opposition à Donald Trump, qui sont le Washington Post et le New York Times. C'est l'œuvre de ce qu'on appelle Deep State, c'est-à-dire cet état souterrain, en quelque sorte, que représentent les fonctionnaires, en particulier les fonctionnaires du renseignement américain, qui sont là en permanence par rapport aux élus qui, eux, passent. Et il faut dire que Donald Trump a commis une faute majeure, celle qu'aucun président américain ne doit commettre,
Avant même d'être élu et après être élu et avant d'entrer en fonction, il s'est fâché avec les services de renseignement. Lorsque George Bush avait quitté la présidence, pendant la période de transition, il a dit à Barack Obama, il y a une seule chose que vous ne devez pas faire, c'est vous mettre à dos les services de renseignement. C'est exactement ce que Donald Trump a fait. Il en paie maintenant le prix. On voit le départ de Mike Flynn, qui est une véritable exécution politique qui a été orchestrée par les services secrets. Donc, je crois que Donald Trump, effectivement, a beaucoup d'ennuis devant lui parce qu'il s'est mis à dos deux corporations qui peuvent lui pourrir la vie, littéralement. C'est à la fois les services secrets et la presse. Et on va voir l'illustration d'ailleurs avec une série de tweets qui datent d'hier, tout simplement, de Donald Trump, assez virulents, dans lesquels, vous le voyez, vous allez peut-être le voir, voilà, l'information est donnée illégalement au New York Times et au Washington Post, qui qualifie d'ailleurs au passage de titre de presse en échec, par l'intelligence américaine, la NSC en l'occurrence, et le FBI, les groupes de renseignement américains, tout comme pour la Russie. On voit donc un président américain qui prend l'opinion publique à témoin de sa propre guerre contre ses services de renseignement. C'est grave, Dominique Simonet. Oui, tout est mis sur la table, c'est extraordinaire. On a vraiment effectivement une guerre. Il est en guerre contre la presse, en guerre contre la justice et en guerre maintenant contre les services de renseignement. Mais je voudrais répondre à ce que vient de dire Anne. Ce qui est scandaleux, c'est pas tant que les services secrets donnent des informations qui effectivement relèvent de l'intelligence. Ce qui est scandaleux, c'est qu'il y ait pu y avoir une collusion d'un président des États-Unis ou d'un candidat à la présidence avec une puissance étrangère. C'est ça qui est scandaleux. Là, Trump, comme d'habitude, retourne les choses. Ah oui, c'est vrai. Cette collusion est-elle établie aujourd'hui? Non, disons qu'on de certains membres. Absolument. Vous avez raison. Parlons de soupçons de collusion. Enfin, en tout cas, pour Trump. Mais elle est avérée pour un certain nombre de personnes de son équipe, en tout cas. Oui, je partage la réaction de Simonet. Enfin, j'avais relevé que ce que disait Anne Toulouse, que vous trouviez ça inquiétant. Moi, je trouve ça plutôt rassurant que la démocratie américaine joue son rôle lorsque les plus hautes autorités de l'État ne le font pas. Donc, oui à la justice, oui à la presse et oui aux services de renseignement, parce qu'il en va de l'intérêt national. Si vous permettez, ce que je voulais dire et ce que dit d'ailleurs une partie de la presse américaine, c'est qu'il est extrêmement inquiétant que les services secrets communiquent directement des informations à la presse. C'est illégal et que l'on soit d'accord avec ce que fait Donald Trump ou pas, on ne peut quand même pas cautionner le fait que les renseignements américains aillent traîner dans la presse. Et c'est vrai que, comme disent les Américains, two wrongs don't make a right. C'est pas parce que Donald Trump a tort qu'il n'a pas raison quelque part de s'indigner que les services secrets aient une ligne ouverte avec la presse. Alors reste tout de même un problème, et je vais passer la parole dans un instant à Alexandre Andorra, mais je voudrais d'abord qu'on écoute les justifications successives données à la démission de Michael Flynn, parce qu'on a eu dans un premier temps le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, qui nous dit Michael Flynn contraint à la démission parce qu'il a menti au vice-président Mike Pence en ne lui avouant pas donc le contenu, d'abord l'existence et puis le contenu surtout de ces conversations avec les Russes. Ça, c'est donc la version de Sean Spicer qui nous dit finalement il n'a rien fait d'illégal, mais il y a un manque de confiance. Il a rompu le pacte de confiance avec l'administration. Et le lendemain, c'est-à-dire hier, Donald Trump qui, au contraire, estime que Michael Flynn est quelqu'un de remarquable et qui nous dit d'ailleurs à nouveau à l'instant, et là ce sont ces mots, que Michael Flynn a tout simplement fait son boulot. He was just doing his job. Il a simplement fait son boulot en passant des appels à l'ambassadeur russe. Écoutez juste cette succession de sonores pour bien comprendre la contradiction, et je ferai réagir dans un instant Alexandre Andorra. La question n'est pas de savoir de quoi il est discuté. Tout ça a été vérifié légalement, il n'y a pas de problème avec ça. La question, c'est de savoir si oui ou non il en a effectivement informé le vice-président, s'il a été honnête avec lui ou s'il s'en souvient. Je pense que c'est très très injuste ce qui est arrivé au général Flynn, la manière dont il a été traité et les documents et les papiers qui ont illégalement, et j'insiste, illégalement fuité. Très très injuste. Alors, qui ment? Donald Trump quand il nous dit que Michael Flynn est quelqu'un de formidable qui a juste fait son boulot, ou son porte-parole, Sean Spicer, qui lui nous dit « bah non, il a menti au vice-président ».
Oui, mais effectivement, là, on revient aussi à ce qu'on disait un peu en début d'émission, et c'est ça que je trouve plus vraiment inquiétant, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de ligne directrice, en fait, dans tout ça, quoi. Vous avez le président qui dit quelque chose, son presse secrétaire qui dit autre chose, une conseillère, Kellyanne Conway, qui dit encore autre chose. Et c'est plus ça, cette absence de ligne directrice qui est inquiétante et qui crée effectivement les conditions pour qu'il y ait ce genre de fuite. Parce que quand vous avez une administration qui dit plein de choses et souvent n'importe quoi, parce que Donald Trump a un rapport spécial avec les faits et la réalité, ça incite certaines personnes du renseignement à faire ces fuites. Et là, en revanche, où je vais rejoindre Anne Toulouse, c'est que c'est pas tellement ces fuites qui sont inquiétantes en soi, parce qu'il y en a souvent des fuites du renseignement, il y en a eu sous Barack Obama, il y en a eu sous W. Là où c'est inhabituel, c'est le rythme à laquelle il y a ces fuites. En fait, il y a des fuites non seulement du renseignement, mais de partout, de la Maison-Blanche, du DOD, enfin du ministère de la Défense, du ministère des Affaires étrangères. Et c'est ça, en fait, qui montre qu'il y a un problème de ligne directrice et qui vient aussi du fait que aussi Donald Trump passe son temps à insulter ses fonctionnaires. Enfin, il passe quand même son temps à traiter de non-américains la communauté du renseignement. En fait, dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, c'est un traître, non-patriote. Il s'en prend aux médias et il utilise aussi Twitter comme moyen de communication directe avec les Américains. Je veux dire juste une chose. De quoi parle-t-on là, en l'occurrence, quand on parle de Michael Flynn? On parle d'une personne qui est conseiller national de sécurité, enfin qui l'était, et qui est soupçonnée pendant la campagne d'avoir discuté, voire négocié avec les Russes. Au moment où les Russes participaient voire étaient les responsables d'attaques pour favoriser un des deux candidats de la campagne. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. C'est une affaire immense. Et on va en reparler tout de suite. On marque une courte pause, on reprendra exactement. On a arrêté ce débat. Restez avec nous.